Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un format de vidéo un peu différent que d'habitude. On va parler de dissuasion nucléaire et pour cela, j'ai invité un ami à moi. Imsad, bonjour. Bonjour. Du coup, Imsad, je vais te laisser te présenter, un peu nous raconter ton parcours professionnel. Très bien. Et beh, donc j'ai commencé ma carrière militaire, à 18 ans, révolus, et je suis d'abord rentré dans une unité de combat dans les chasseurs alpins avant de bifurquer, après avoir échoué au CNEC, au Centre national d'école commando, dans le renseignement, en l'occurrence dans la sous-direction recherche, au CF3I, le Centre de formation et d'interprétation interarmée de l'imagerie. Donc ma spécialité était l'imagerie satellitaire et l'ensemble de l'imagerie que peut recueillir l'armée française, plus dans la recherche que dans l'exploitation, mais avec un très léger passage dans l'exploitation qui consistait à exploiter l'ensemble des renseignements militaires d'origine image. D'accord. Aussi, t'es passionné par l'histoire militaire et notamment par les différents moyens de doctrine militaire aussi. Tout à fait. J'ai une marotte, absolue, dans ma vie, c'est, tout ce qui est l'art opératif, de la stratégie, de la grande stratégie, jusqu'à la stratégie, la dissuasion nucléaire qui est certainement, un de mes sujets d'études, favoris. Bien, on va commencer à parler de l'arme nucléaire. Donc, on sait que la première utilisation de l'arme nucléaire au niveau opérationnel, c'était Nagasaki et Hiroshima, non? Tout à fait. C'est la première utilisation, de l'arme nucléaire et les 2 seules utilisations de l'arme nucléaire opérationnelle, et le premier essai a été, l'essai Trinity en 1945. Dans le désert américain, hein. Tout à fait, le projet Manhattan, un test dans le champ, de tir d'Alamogordo, c'était le 16 juillet 1945, la première explosion nucléaire militaire. D'accord, et l'utilisation de l'arme nucléaire, en fait, c'était une révolution au niveau, stratégique et militaire. Tout à fait, ça a été une révolution qui n'avait pas été comprise tout de suite, mais effectivement, ça a été une révolution dans la mesure où toute nation possédant l'arme nucléaire et les vecteurs afférents devenait par définition capable de neutraliser son adversaire quasiment à un instant T, partout autour de la Terre, à l'arrivée des ICBM, donc au début des années 60. Donc, vecteur afférent, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Bien sûr, les vecteurs afférents sont avant tout au départ le bombardier. Dans les années 1940, le seul moyen d'amener une arme nucléaire sur un adversaire, c'était de le bombarder avec des bombes A et donc des bombardiers, de très, très lourds bombardiers comme les B-29 par exemple. Mais très vite, avec le développement des fusées, on a pu mettre, les bombes nucléaires dans des ICBM, des intercontinental ballistic missiles, et encore avant dans des IRBM, donc de moyenne portée, et ça a révolutionné, la doctrine nucléaire puisqu'ensuite, ils n'en avaient plus besoin d'avoir la supériorité aérienne pour pouvoir bombarder n'importe qui dans le monde. Donc, on a un changement stratégique simplement au niveau de l'arme, en elle-même, mais aussi on a des changements stratégiques au niveau des vecteurs. Bien sûr, par définition, toute nation qui est nucléaire se retrouve avec un territoire que l'on dit sanctuarisé. C'est-à-dire que personne ne peut envahir votre territoire s'il n'est pas capable de vous menacer lui-même avec une arme nucléaire, car vous seriez capable de détruire littéralement l'ensemble de son industrie, voire de sa population, ce qui vous rend par définition quasiment invulnérable de manière conventionnelle. Ça a fait rentrer les nations nucléaires dans un autre monde qui consistait à se retrouver dans un monde où personne ne pouvait les menacer de manière conventionnelle. 1940 n'était plus reproductible par une Allemagne qui n'aurait pas été nucléaire face à une France qui, elle, aurait été nucléaire. Le fait qu'il y ait des puissances nucléaires, finalement, change totalement l'art de la guerre, d'une certaine manière. Ça change plutôt l'art de la non-guerre, plutôt que l'art de la guerre. En 1945, les États-Unis deviennent la première puissance nucléaire. 1945, les États-Unis ont les moyens de faire entre 4, 5, 6 bombes. Mais très rapidement, ils augmentent les capacités de production. Et c'est quasiment exponentiel, arrivant jusqu'à 26 000 armes nucléaires au plus fort de la guerre froide. Mais jusqu'à ce que l'Union soviétique possède l'arme nucléaire, les États-Unis étaient les seuls à la posséder. Ils étaient virtuellement invulnérables et pouvaient frapper n'importe qui, n'importe où dans le monde. L'équilibre de la terreur sera rattrapé par la Russie en 1949 lors de leur essai nucléaire RDS-1 au Kazakhstan. C'était une bombe A. Ensuite, les États-Unis sont passés à la bombe H, suivie par l'Union soviétique. Le Royaume-Uni deviendra une puissance nucléaire en 1952, devenant ainsi la troisième puissance nucléaire. La France, avec Gerboise bleue en 1960, avec l'essai Gerboise bleue, devient une puissance nucléaire atomique et nous devenons ensuite une puissance nucléaire avec une bombe H en 1968 avec l'essai Canopus. La Chine rejoint ce club très fermé en 1964
l'Inde en 1974, le Pakistan en 98 et la Corée du Nord officiellement en 2009. Voilà, il existe encore une puissance qui n'est pas une puissance déclarée, c'est Israël. Et il existe aussi des puissances qui ont été nucléaires et qui ne le sont plus. Plus énormément de pays qui ont eu un programme nucléaire, mais qui ne l'ont pas mené au bout, ou qui ont choisi de ne plus l'avoir. Les pays qui ont abandonné leur arme nucléaire, c'est l'Afrique du Sud, il me semble. Tout à fait, l'Afrique du Sud abandonne l'arme nucléaire, qu'elle avait développée très discrètement dans les années 80. Elle a possédé jusqu'à entre 6 et 8 têtes, qui ont toutes été démantelées avant la fin de l'apartheid. Une autre pui 2 autres 3 autres, pardon, puissances nucléaires qui ont accepté de démilitariser nucléairement, c'est la Biélorussie, qui a hérité d'un stock nucléaire de l'Union soviétique et qui les a rendus à la Russie, l'Ukraine, qui a fait pareil, et le Kazakhstan. Il n'existe pas d'autres nations nucléaires effectives qui aient choisi, seules de rendre ou de ne plus produire d'armes, atomiques. D'accord. Là, on a différents pays qui, les uns après les autres, sont devenus des puissances nucléaires. Est-ce que c'est facile de devenir une puissance nucléaire? C'est finalement de plus en plus facile. En termes de recherche technologique, faire une bombe A n'a finalement pas grand-chose d'extrêmement complexe. Dans les années 70, les Américains, inquiets de la possible prolifération nucléaire, ont tenté une expérience. Ils ont pris des ingénieurs qui n'étaient pas du tout des ingénieurs nucléaires et leur ont demandé, selon eux, et les ont laissés travailler un long moment sur un exercice intellectuel qui consistait à dessiner les plans d'une arme atomique, selon eux, alors qu'ils n'avaient jamais travaillé dans le nucléaire. Il s'avère qu'ils ont fait des plans qui ont été vérifiés. Ces plans étaient parfaitement fonctionnels. En termes de capacité intellectuelle, la plupart des nations industrielles pourraient développer au moins une bombe A. Après, reste à avoir les matériaux fissibles pour pouvoir la faire. Mais en termes de capacité intellectuelle, la plupart des nations occidentales et industrielles en ont la capacité. Simplement sur le plan théorique, donc tout le travail intellectuel, en fait, toutes les nations qui ont un bon système éducatif sont capables de produire des ingénieurs pour produire une bombe atomique. Dans l'absolu, oui. Encore plus les nations qui ont des ingénieurs atomistes, en l'occurrence les nations qui sont des nations nucléaires civiles. Prenons l'exemple de l'Iran qui a une centrale nucléaire à Boucher, qui est une centrale nucléaire de type russe. Elle a des ingénieurs qui travaillent dedans et c'est pour ça que ça la rend extrêmement crédible quand elle prétend faire des recherches pour éventuellement devenir une nation nucléaire, même si elle est toujours restée dans le flou, bien entendu, à cause des sanctions américaines et du fait qu'elle ne peut pas se déclarer nucléaire avant de l'avoir été. Ça l'amènerait à encore plus de sanctions et d'embargos, donc si elle le fait, ce sera extrêmement discrète. Mais énormément de nations ont eu des programmes nucléaires. Même la petite Suisse et la Suède ont eu des programmes nucléaires. La Suisse a officiellement eu un programme nucléaire de 1945 à 1988. Du coup, maintenant, au niveau de la recherche et développement, la plupart des pays sont capables de produire des ingénieurs pour. Maintenant, qu'est-ce qui rend si difficile l'acquisition d'armes nucléaires? J'imagine qu'il faut avoir de l'uranium, il faut avoir des installations, et ça, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué à avoir? Pour une nation qui possède déjà des capacités nucléaires civiles, c'est quelque chose qui est complexe sans être complexe. Ça nécessite en réalité d'acheter les produits fissibles, de les traiter et ensuite de pouvoir construire la bombe qui n'est qu'un mécano industriel. Donc il y a des nations seuil qui en ont la capacité sous un bref préavis parce qu'elles sont extrêmement développées en génie mécanique. Prenons l'exemple du Japon ou de la Corée du Sud qui eux sont des nations seuil et dans un bref préavis qu'on estime entre 18 et 24 mois, elle pourrait monter une défense nucléaire, si ce n'est crédible, au moins existante. Et pour des nations qui partiraient de rien, en fait. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On part du principe que le monde scientifique est en général très interconnecté. Aujourd'hui, on n'aurait pas de difficulté à comprendre comment a fonctionné l'essai Trinity. On peut comprendre parfaitement et on a quasiment les plans, d'ailleurs on les a les plans de Fat Man et de Little Boy. Ça n'a pas de difficulté technologique. Maintenant, il s'agit quand même de maîtriser la fission et ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus dur. Il faut des essais, il faut un réacteur d'essai et il faut ensuite être capable de faire un test nucléaire et en cela, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il s'agit quand même de produire des installations qui sont coûteuses, des installations qui sont voyantes, qui nécessiteraient et qui seraient très pardon, je vais dire un truc, des installations qui sont voyantes et qu'il serait extrêmement difficile de développer dans le plus grand secret. Maintenant, au-delà de la nécessité du secret, mais purement sur un plan logistique, en fait, ça nécessite un État qui a quand même suffisamment d'argent pour pouvoir construire les infrastructures.
Alors oui, on peut prendre l'exemple de la France. En 1945, nous sommes un pays en ruine. En 1960, nous faisons un tir nucléaire gerboise. Donc il nous aura fallu 15 ans pour être aptes à devenir une nation nucléaire, en partant de rien, mais par contre en ayant énormément d'ingénieurs et ayant déjà fait des recherches sur l'énergie nucléaire. Mais après, il y a aussi c'est une question aussi un peu de volonté politique. Est-ce que la France, dès 45, a absolument voulu la bombe? Non, dès 45, la France réfléchit à la bombe, mais ne lance pas réellement le projet. C'est, au début des années 50 que la France commence à lancer véritablement le projet. Le Pakistan, par exemple, puisqu'on nous parlions des capacités à le développer, a investi jusqu'à presque 15 de son budget global à la recherche de la possession de l'arme nucléaire pendant quelques années pour rattraper le retard qu'elle avait face à l'Inde. Donc les moyens politiques, si on les met et qu'on y met en plus l'argent, on finira par l'obtenir. En combien d'années à peu près? Pour quelqu'un qui part de zéro? Pour quelqu'un qui partirait de 0 mais avec de bons ingénieurs, une petite dizaine d'années. En théorie, c'est facile, mais dans la pratique, c'est difficile, en fait. En théorie, c'est facile, n'importe quel ingénieur, même nucléaire, civil, peut vous expliquer le fonctionnement d'une arme atomique, donc par définition, s'il en connaît le fonctionnement, il peut à minima travailler dessus. Donc toute nation qui possède une centrale nucléaire a le début d'un commencement, mais dans la pratique, c'est extrêmement dur parce qu'il y a ce qu'on appelle des frictions politiques et des frictions économiques qui font qu'il est extrêmement dur pour une nation seule de se lancer dans le projet. Mais l'Afrique du Sud a réussi à le faire dans le plus grand secret, Israël aussi, qui est une nation tout de même de 6 millions d'habitants, donc une petite nation. La Suisse a eu un programme, la Suède a eu un programme, donc c'est à la portée d'une nation qui y mettrait les moyens politiques. Finalement, comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de puissance nucléaire? Vu que, typiquement, des pays comme, la Suisse ou la Suède ou l'Allemagne, auraient été parfaitement capables de devenir des puissances nucléaires. Déjà parce qu'il y a eu très rapidement un blocage. L'Union soviétique et les Américains ne souhaitaient pas véritablement qu'il y ait de prolifération et on peut les comprendre. L'Angleterre, qui avait passé des accords de partage technologique dans les années 40 pendant la Deuxième Guerre mondiale, a elle pu rattraper très vite son retard et faire son premier essai nucléaire au début des années 50. La France a mis un peu plus de temps et s'est réveillée un petit peu plus tard. L'Allemagne, elle, ne le pouvait pas, par définition, puisque c'était un vaincu de la Deuxième Guerre mondiale et n'a pas eu le droit, ne serait-ce qu'à développer une armée jusqu'en 1954. L'Italie aurait finalement pu, mais elle était contre et donc ne l'a pas fait. L'Espagne n'en a pas vu l'intérêt, le Portugal non plus, la Pologne était sous domination de l'Union soviétique. Donc finalement, entre 1945 et 1970, les nations qui pouvaient le faire n'étaient pas si nombreuses. La Chine, elle l'a fait, l'Inde, elle l'a fait, le Pakistan, elle l'a fait, Israël l'a fait et l'Afrique du Sud aussi. L'Australie n'en avait pas d'intérêt, la Nouvelle-Zélande n'en avait pas d'intérêt et n'en avait pas la volonté politique. Le Canada n'en avait pas la volonté politique et les nations qui ont éventuellement eu des volontés politiques, des nations comme l'Irak, ont eu leurs réacteurs d'essai bombardés. Des nations comme la Jordanie a eu aussi son réacteur d'essai bombardé par Israël, dans les 2 cas. Des nations ont eu des petites velléités sans finalement aller plus loin dans le projet, comme la Suisse et la Suède. La Suisse avant tout pour garder une certaine neutralité et la Suède pour se protéger et garder elle aussi sa neutralité face à l'ogre soviétique. Donc beaucoup de nations ont réfléchi à ça, mais dans la mesure où les États-Unis ont très vite mis un programme de partage de l'atome civil pour permettre de produire des centrales nucléaires dans des nations qui le demanderaient, en échange d'une surveillance accrue pour interdire son développement, beaucoup de nations n'en ont pas senti l'obligation absolue. Seules les nations se sentant véritablement en danger l'ont développé. Ça explique pourquoi Corée du Nord, Irak, Israël, mais par exemple, les nations d'Amérique du Sud, par exemple le Brésil, qui est, quand même un grand pays, comment ça se fait que, par exemple, en Amérique du Sud, il n'y a pas eu de recherche là-dessus? Est-ce que c'est parce que les Américains ont vraiment bloqué, ces pays-là? Alors, il y a eu des recherches, énormes en réalité, mais pas au Brésil. C'est plutôt l'Argentine. L'Argentine du président Perón, qui était quand même un dictateur, a eu des velléités de recherche sur le nucléaire. Elle a eu un programme nucléaire assez discret, qui n'a pas été très loin.
parce que le président Perón a fini par être victime d'un coup d'État et donc n'est pas resté au pouvoir. Mais elle a eu un programme nucléaire, elle a même eu un programme nucléaire civil avec un ingénieur allemand qui avait prétendu faire de la fusion civile, qui s'est en réalité révélée être une supercherie. Mais elle a eu des recherches et elle en a eu la volonté, même si cette volonté qui est censée durer dans le temps, ne s'est pas concrétisée parce que ça n'a pas duré dans le temps. Le Brésil en aurait toutes les capacités, ne l'a finalement pas fait, principalement politiquement. Elle n'a pas de grandes menaces autour d'elle, donc n'en a pas senti le besoin. Donc maintenant, on va passer plutôt aux pays qui l'ont eu. Les États-Unis, on sait que c'est avec le projet Manhattan. L'Union soviétique, ils l'ont obtenu en volant des plans américains, il me semble bien. Prenons dès le début. Le projet de la bombe atomique soviétique, ça commence en 1943. Dès les années 30, les soviétiques, qui sont à la pointe de la recherche en physique nucléaire, mais dès les années 40, en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique sait les possibilités d'une éventuelle bombe. Dès septembre 1942, Staline connaissait le programme nucléaire américain. Sans en savoir tous les détails, il le savait. Donc, il a demandé à un de ses ingénieurs atomistes, du nom de Kurtchatov, de créer à l'Académie des sciences de l'Union soviétique, d'accord, les premiers jalons d'une éventuelle bombe atomique soviétique. Dès que les USA ont bombardé les deux villes d'Hiroshima et de Nagasaki, Staline a tout de suite pris la décision d'accélérer la recherche sur le développement. Et l'Union soviétique des années 40, quand elle décide d'accélérer quelque chose, ça arrive très vite. Ils enlèvent toutes les barrières qui pourraient les gêner. Donc, ils ont commencé à avoir un niveau de recherche très intensif où énormément d'ingénieurs, à l'image du projet Manhattan, hein, énormément d'ingénieurs, et dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même des ingénieurs allemands qui étaient prisonniers en Union soviétique ont travaillé dessus. Pour l'Union soviétique, c'était vital. Pour donner une idée, la production d'uranium en Union soviétique, en 1945, c'est 14 tonnes. En 1946, c'est 50 tonnes. En 47, c'est plus de 100 tonnes. Et en 49, on est à quasiment 300 tonnes. En 4 ans, l'Union soviétique décide de récupérer le maximum d'uranium pour la convertir et l'enrichir le plus vite possible. Et ils arriveront donc du coup en 1949, le 29 août, à lancer le premier essai nucléaire soviétique qu'ils ont appelé Pervaya Molnia, qui signifie premier éclair, et qui a été connu rapidement par les Américains, qui a permis à l'Union soviétique de s'imposer comme la deuxième puissance nucléaire mondiale. Juste avant de passer à ceux qui l'ont eu, on parle beaucoup de l'Allemagne nazie qui aurait eu des projets de recherche nucléaire. Est-ce que tu en sais un peu plus? Alors pour l'Allemagne nazie, ils ont eu des projets sur beaucoup de choses. Ils ont même eu des projets sur les soucoupes volantes. Alors finalement, ce n'était pas si bête que ça qu'ils aient des recherches sur le nucléaire. Effectivement, ils avaient des ingénieurs sur le nucléaire qui ont travaillé sur le nucléaire. Mais alors d'abord, l'Allemagne avait plutôt pressenti l'idée de la production d'énergie. Notez que l'Allemagne, entre 1941 et 1945, peuvent éventuellement se poser la question d'une arme atomique, mais surtout ce qui leur manque, c'est des ressources. Et l'énergie atomique est quelque chose qui semblerait être une solution. Donc avant tout, les Allemands ont travaillé sur un réacteur. Qui dit création d'un petit réacteur et qui dit création d'enrichissement des matériaux fissibles, dit possibilité de production d'une bombe. Donc l'Allemagne aurait eu la possibilité, en l'occurrence avec les usines d'eau lourde de Norvège, qui fait du deutérium. Donc là, j'invite les gens intéressés à se renseigner sur la partie technique qui n'est pas dans mes compétences, aurait pu avoir les capacités de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Apparemment, toutes les rumeurs d'un essai en Pologne, toutes ces rumeurs-là, se sont dégonflées au fil des années, en l'occurrence, pour une raison toute simple, parce que les Allemands auraient été les premiers à faire un essai qui n'est pas repéré. C'est-à-dire que toutes les nations du monde, quand elles font un essai nucléaire, c'est repéré. Est-ce qu'on peut le repérer a posteriori en fait? Oui, ils auraient pu le repérer a posteriori et à part dans certaines émissions, on va dire complotistes, on n'a jamais retrouvé d'une quelconque preuve d'un essai nucléaire ou même d'une bombe sale allemande. Jamais. D'accord. Pour l'instant, c'est que des rumeurs et il n'y a jamais eu vraiment d'éléments concrets, quoi. Voilà. Par contre, ils avaient largement les ingénieurs pour. Du coup, la nation suivante qu'il a obtenue, c'est l'Angleterre. Donc, comment les Anglais l'ont obtenu en fait? Par partage de technologie avec les Américains, il y avait des ingénieurs anglais qui travaillaient sur le projet Manhattan. Notons bien que le projet Manhattan regroupe énormément d'ingénieurs, de Fermi
qui est italien, Oppenheimer qui est allemand, Einstein. Il y a énormément d'ingénieurs du monde entier qui travaillent sur le projet Manhattan. Et il y a des Anglais parce que les Américains et les Anglais, dès 1941, ont signé un protocole de partage de technologie. Donc très rapidement, les Anglais, dès les années 45, travaillent sur leurs propres bombes, aidés par les Américains, puisqu'à ce moment-là, les Américains avaient, cet accord avec l'Angleterre qui avait elle aussi énormément d'ingénieurs, ce qui leur permet de faire leur premier essai en 1952. Ensuite, on a la France. Comment est-ce que la France l'a obtenu? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés? Comment ça s'est passé? Alors, la France a eu énormément de difficultés, mais ça a été surtout politique. C'est-à-dire que la quatrième République n'était pas véritablement très stable. Et donc, les alternoiements politiques ont fait qu'il y a eu un certain temps de latence. Ce qui va décider la France à accentuer ses recherches sur la possibilité d'une arme nucléaire, c'est l'opération Mousquetaire, cette intervention franco-israélo-britannique lors de la crise du canal de Suez en 1956. À ce moment-là, l'Union soviétique et les États-Unis sont d'accord pour nous demander gentiment de partir. Et on se rend bien compte que face à deux nations nucléaires, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. On se trouve particulièrement humilié parce que nous nous trouvons, nous Français, obligés de rapatrier notre corps expéditionnaire sur demande très insistante des États-Unis et de l'Union soviétique. On se rend ainsi donc compte que si l'Union soviétique et les États-Unis sont d'accord sur un sujet, il est impossible, même à nous, qui sommes pourtant une nation cadre de l'ONU, dans le Conseil des 5 de l'ONU, il nous est impossible d'aller à l'encontre. Et là, ça ouvre les yeux aux décideurs français d'accélérer une éventuelle recherche de l'arme atomique. Le programme, de toute façon, nucléaire français est déjà bien développé. Il y a déjà quelque chose d'assez touffu, même si ce n'est pas encore complètement assumé. On est déjà en train de faire des recherches en engins balistiques pour la course dans l'espace. On a déjà tous les jalons positionnés, nous avons les ingénieurs, les scientifiques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à l'arrivée du général de Gaulle en 1958, lui, il va l'accélérer encore plus, ce qui va donner très rapidement, dans un laps de temps de 2 à 3 ans à peine, à la France, le premier essai nucléaire français. Gerboise bleue, à Regan, en Algérie. Du coup, une fois que l'Angleterre et la France l'ont obtenu, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau militaire et géostratégique, en fait? Plus que simplement dire que, oh, bon, bah, on l'a, vous pouvez plus nous embêter. Est-ce que ça a changé comment les États-Unis et l'Union soviétique regardaient la France et l'Angleterre, en fait? Alors, les États-Unis n'étaient pas spécialement pour le développement du nucléaire français, mais ne pouvaient pas s'y opposer. Ainsi, les États-Unis ont laissé faire et ont même régulièrement communiqué avec les ingénieurs français pour savoir où nous en étions. Pour l'Union soviétique, c'est un cas à part. Ce n'est clairement pas des alliés à ce moment-là, on est clairement dans une guerre froide. Il y a déjà les problèmes entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, on est déjà dans une guerre froide assumée. Et dès que la France aura une permanence de la dissuasion nucléaire française, en 1964, le 14 janvier en l'occurrence, les forces aériennes stratégiques sont créées, les Mirage 4 sont opérationnels et les premiers avions ravitailleurs arrivent dans les forces. À ce moment-là, la France dispose de l'AN-11, c'est une bombe, une vulgaire bombe à gravité qui tombe, que les Américains appellent les fall bombs, juste une bombe, mais elle est nucléaire. À ce moment-là, l'Union soviétique sait que la France peut répondre coup pour coup. Elle sait par contre que la France n'a pas les capacités nucléaires de raser l'Union soviétique comme peuvent le prétendre les Américains. Donc les Français vont développer une dissuasion nucléaire qu'on appelle du faible au fort, en se contentant de dire, certes l'Union soviétique peut tuer 80 millions de Français, mais il n'existe même pas 80 millions de Français. Par contre, nous pouvons tuer 25 millions de Soviétiques. Nous savons où les trouver. Est-ce que l'Union soviétique a véritablement envie de perdre 4 ou 5 grandes villes juste pour envahir la France? Il s'avère que cette dissuasion marchera particulièrement bien, avec un développement dès les années 70, 71 pour être exact, de la triade nucléaire. La triade nucléaire est l'utilisation de missiles sol-sol en silo sur le plateau d'Albion, de missiles mer-sol dans nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, les SNLE, d'accord? Le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable, est armé en décembre 71. Et nous avons le troisième vecteur qui est le vecteur aérien, rapidement rejoint par le missile Pluton, qui sera lui un vecteur de moyenne portée, 200 km de portée, qui est ce qu'on appelle notre capacité de frappe tactique. Voilà, que nous avons renommé rapidement en pré-stratégique, car l'utilisation du nucléaire en tactique en France et dans la plupart des nations occidentales est un tabou absolu.
L'Union soviétique n'aura pas ce tabou, puisqu'elle évoque la possibilité d'une utilisation tactique dès les premiers jours du conflit. Donc on reviendra sur les doctrines d'utilisation de l'arme nucléaire, mais on va continuer sur les autres grandes puissances qui ont obtenu, l'arme nucléaire, donc la Chine et l'Inde. Donc est-ce que, pour eux, ça a été difficile? Est-ce qu'ils ont eu de l'aide? Est-ce que leur programme a été difficile? Alors, le programme nucléaire chinois a été, assez compliqué. C'est Mao Tse-tung qui le démarre dès les années 50. La Chine se voit comme une future puissance nucléaire parce qu'elle se voit comme une future puissance mondiale. Donc très vite, elle commence aussi la recherche. Elle part avec beaucoup de retard. Faut être honnête, en 1945, ce pays est en ruine, littéralement, hein. Donc la Chine est extrêmement en retard, mais elle dispose quand même de quelques bons ingénieurs. Elle dispose au début d'une aide de l'Union soviétique, qui s'arrêtera rapidement parce qu'ils ont des désaccords fondamentaux entre eux. Il y aura une rupture entre la Chine et l'Union soviétique, donc toute coopération cessera dans ce domaine-là. Mais en 1964, ils y arrivent sur le site de l'Op Nord et ils arrivent à faire un essai nucléaire atomique, et en 1967, d'une bombe à hydrogène, donc d'une bombe H. Et pour ce qui est de l'Inde, bon, j'imagine qu'il y a des questions de prestige, mais l'Inde, qu'est-ce qui les ont vraiment motivés à poursuivre un programme nucléaire? Est-ce qu'ils ont bénéficié d'aide? Comment ça s'est passé pour eux? Alors, l'Inde, dès son indépendance, elle aussi se voit comme une nation mondiale, dans la mesure où, en plus, elle a une très grande population, hein, c'est pas une petite nation. Dès son indépendance, l'Inde va chercher à obtenir l'énergie nucléaire, déjà de manière civile. Très vite, dès les quelques mois de l'indépendance, elle va ouvrir une commission à l'énergie atomique, elle va s'intéresser au nucléaire. Elle a aussi des ingénieurs, même si ils sont moins connus et le monde indien est moins connu du monde occidental qu'éventuellement, le monde chinois, mais ils ont des ingénieurs, ils ont des capacités et ils vont donc très vite travailler dessus. Il s'avère que l'Inde a eu une guerre courte, très, très courte, en 1962 avec la Chine, et la Chine, elle, devient une nation nucléaire 2 ans plus tard, en 64. Donc tous les voyants sont au rouge pour l'Inde. L'Inde estime que c'est une menace, et elle sait aussi que son grand adversaire, avec qui elle aura plusieurs guerres au cours du XXe siècle, depuis son indépendance, le Pakistan, fait des recherches dans ce domaine. Donc elle accélère ses recherches et elle obtient en 1974 un essai réussi, qui a un nom tout à fait sympathique, c'est le Bouddha souriant. D'accord. Le Pakistan, on en a brièvement parlé, donc pour eux, les raisons pourquoi ils l'ont obtenu, c'est simplement pour contrebalancer le pouvoir de l'Inde. On avait dit tout à l'heure qu'ils avaient dépensé énormément d'argent là-dedans. Oui, tout à fait. Le Pakistan est dans une situation assez particulière parce qu'en réalité, ils n'avaient pas spécialement fait de recherche nucléaire avant que l'Inde devienne une nation nucléaire. Ils avaient un tout petit programme, ils faisaient des recherches comme beaucoup de nations, mais c'était pas quelque chose qu'ils avaient travaillé particulièrement. Seulement, surprise stratégique, en 1974, son grand ennemi devient une nation nucléaire. Notons bien que l'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants, le Pakistan, c'est 160 millions d'habitants. C'est aujourd'hui près de 200 millions d'ailleurs. Mais le Pakistan est très en retard. Heureusement, le Pakistan possède quelques ingénieurs. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il possède quelques ingénieurs d'assez bon niveau. Un ingénieur en particulier qui s'appelle Abdul Kader Khan, qui sera, en l'occurrence, connu pour avoir possiblement vendu les plans de la bombe, à la Corée du Nord, d'avoir aidé un petit peu la Libye, voire l'Iran. C'est quasiment un grand trafiquant d'armes nucléaires, cet homme-là, et elle va réussir à développer, sous sa direction et la direction d'autres scientifiques, une arme atomique. Alors, on estime que le Pakistan accède au nucléaire militaire à la fin des années 80, peut-être 85, 86, au plus tard 87, et elle fait un essai, un véritable essai nucléaire en 1998, donc assez tard par rapport à l'instant où on estime qu'elle a les capacités, en particulier pour montrer au monde que ça y est, le Pakistan est une nation nucléaire, et ce qui la valide ainsi, en tant que nation nucléaire effective. Alors, juste avant de terminer, je pense qu'on peut en parler un petit peu de Israël, qui a la bombe, mais ne le déclare pas. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'ils ne le déclarent pas alors qu'on sait tous qu'ils l'ont? Pour Israël, géopolitiquement, elle n'a aucun intérêt à se déclarer comme une nation nucléaire. Oui, si elle le faisait, elle rentrerait officiellement dans le club. Mais elle obligerait les nations arabes à relever le gant, c'est-à-dire à l'avoir aussi, parce que ça serait une question de fierté. En restant dans le flou, elle permet aux autorités de ces pays arabes qui sont ou encore en guerre officiellement comme la Syrie, ou avec des tensions particulières régulières avec l'Égypte, et toute la rue arabe. Cela permet ainsi, à ces pays-là d'ignorer ce problème puisqu'elles ne le déclarent pas officiellement. À l'instant où elles le déclareraient officiellement, ces pays-là se sentiraient certainement obligés de relever le gant
et ça pourrait amener à plus de prolifération. Donc Israël a eu bien sûr un programme nucléaire qu'elle a développé autour de la centrale de Dimona. Elle a certainement collaboré très, très étroitement avec l'Afrique du Sud. On pense même que ce qu'on en a appelé l'incident de Vela est en réalité un petit essai nucléaire pour valider les projections et les calculs de ces 2 nations. Ainsi, Israël est une nation nucléaire qui ne dit pas son nom. Elle dispose de tous les vecteurs nucléaires, l'ICBM, aux vecteurs aériens et possiblement les vecteurs sous-marins. C'est ainsi une nation nucléaire solide, mais qui, même dans les prochaines années, ne le révélera jamais. Même si tout le monde le sait, géopolitiquement, elle n'a aucun intérêt à le dévoiler officiellement, dans la mesure où, de toute façon, les voisins le savent. Est-ce qu'on sait un peu les doctrines d'utilisation de la bombe israélienne? Est-ce que les Israéliens, est-ce qu'on sait comment les Israéliens vont l'utiliser, s'ils doivent l'utiliser? Actuellement, vu qu'elle n'est entourée d'aucune nation hostile nucléaire, l'utilisation de l'arme nucléaire par Israël serait vue comme une frappe de menace en cas d'invasion de son territoire. On pourrait imaginer un conflit où Israël, face à ses voisins, serait en train de perdre la guerre conventionnelle et lancerait une frappe d'ultime avertissement nucléaire en exprimant cette phrase assez simple qui consiste à dire: si nous disparaissons en tant que nation, vous allez avoir 20, 30 ou 40% de la vôtre qui va disparaître aussi. On peut imaginer une menace, Israël, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, si un jour elle sort de sa guerre civile, où Israël, à quelques encablures de la défaite, frapperait les capitales de ces pays ou des grandes villes de ces pays et ensuite, gentiment expliquerait à tout le monde que si ça continue d'avancer sur son territoire, elle rasera ces pays-là. On estime qu'elle dispose d'entre 80 et 120 têtes nucléaires, ce qui est tout à fait dimensionné pour ce genre de choses et donc on pense que c'est quasi exclusivement pour ça qu'elle l'a fait, dans la mesure où elle a développé des missiles de moyenne portée, 2000-2500 km, qui suffit amplement pour ses besoins et n'a pas eu de velléité de le faire à plus grande portée, donc certainement qu'elle reste pour son étranger proche juste une capacité de menace. L'arme nucléaire israélienne a aussi un autre but, c'est de forcer les Américains à s'impliquer. Si Israël devait être à 2 doigts de la défaite, menacer d'utiliser l'arme atomique obligerait les Américains à se positionner et à dire aux nations l'attaquant d'arrêter cette attaque et de revenir aux anciennes frontières. C'est donc pour elle très clairement un vecteur d'ultime défense. Tout à l'heure, on a brièvement parlé des doctrines d'utilisation de la bombe. Finalement, c'est quoi les doctrines d'utilisation de la bombe? En fait, comment une nation est prête à l'utiliser et comment? Alors, tout le problème de l'arme nucléaire, c'est que c'est même pas une silver bullet, c'est vraiment une golden bullet, c'est vraiment la balle en or. Par définition, les États-Unis sont les seuls à l'avoir utilisée parce qu'il n'y avait pas de répondant en face. C'est-à-dire que l'utilisation de l'arme nucléaire Hiroshima et Nagasaki n'avait que pour seul but de décider le Japon à capituler. C'était un accélérateur de capitulation. Et jusqu'en 1949, les États-Unis sont la seule nation à posséder en quantité des armes nucléaires. Donc les États-Unis, jusqu'en 1949, sont ainsi la seule nation à pouvoir bombarder une autre nation de manière nucléaire sans qu'il y ait de répondant en face. 1949 va changer la donne et amener l'Union soviétique dans ce club qui est à l'époque très fermé. Ils sont à cet instant deux. Et donc les États-Unis se retrouvent à ce moment-là dans une tout doucement évoluent les États-Unis vers une dissuasion nucléaire qui consiste à dire j'en ai, vous en avez aussi, l'utilisation ne nous est pas profitable, il vaudra mieux finir par en discuter. C'est l'exemple de la crise de Cuba, où devant une crise aiguë, où on est à quelques minutes de l'utilisation du nucléaire, les deux nations finissent par trouver un modus vivendi pour éviter ce qu'on va appeler un accident nucléaire, c'est-à-dire que l'une des nations perde ses nerfs et tire en premier. La guerre nucléaire est la seule guerre qu'on ne peut pas véritablement gagner. On essaie, on recherche, mais très rapidement on se retrouve dans une situation où affronter une autre nation nucléaire aussi puissante et performante que nous va amener à la destruction mutuelle des deux nations en termes industriels et avec aussi, bien entendu, une grosse partie de sa population. Donc, la dissuasion nucléaire se met en place dès les années 50. Mais l'utilisation de l'arme nucléaire a toujours été évoquée, a toujours été étudiée, a toujours été recherchée. On a pensé le faire de manière tactique, c'est-à-dire pour aider les unités de combat sur le champ de bataille. L'idée aurait été de se servir de l'arme nucléaire pour créer un trou suffisamment grand dans le dispositif adverse pour voir nos forces s'engouffrer et ainsi obtenir une victoire décisive à un moment donné sur un front donné. Il s'avère que l'arme nucléaire, si elle est extrêmement puissante,
n'est pas non plus si puissante que ça. Si vous êtes à 10 kilomètres d'Hiroshima et que vous ne regardez pas l'explosion, vous êtes encore opérationnel. Il ne s'agirait donc pas de penser qu'une seule bombe atomique va tout réduire. Effectivement, si une bombe atomique tombait sur Paris, il y a de grandes chances que la France soit vraiment plus fonctionnelle. Mais Bordeaux existe toujours, Orléans existe toujours et le pays en lui-même existe. Donc l'arme atomique est une arme extrêmement puissante, mais qui ne peut pas non plus tout changer d'un coup. Un bombardement général pourrait éventuellement écrouler un pays. Mais pour le faire, il va falloir être certain que l'autre ne fasse pas la même chose chez nous. Tant que les vecteurs sont des vecteurs aériens, juste des avions, on peut encore imaginer avoir la possibilité de prendre le dessus sur l'adversaire et de l'empêcher de nous bombarder. Dès que ces vecteurs deviennent des missiles, ICBM, ça devient extrêmement compliqué parce que jusque il y a très récemment, on n'arrive pas à les intercepter, ces missiles. Donc une fois que c'est parti, c'est parti. Donc il y a des pays qui ont réfléchi à des doctrines d'utilisation de la bombe nucléaire, du nucléaire tactique, donc j'imagine des bombes plus petites, faites pour détruire des lignes de front en fait. Oui, tout à fait. En l'occurrence, c'est principalement les États-Unis. Les États-Unis ont été jusqu'à avoir des mortiers nucléaires et des canons de 203 mm nucléaires. Donc, ils l'évoquaient vraiment à un échelon tactique. Mais attention, cette évocation à l'échelon tactique est toujours restée sous commandement du politique. Ce n'est pas le militaire qui déclenche la frappe, ça a toujours été le politique. Ce qui fait que l'arme nucléaire est la meilleure des armes à condition de ne pas l'utiliser. À l'instant où on l'utilise, on rentre dans ce qu'on appelle le monde nucléaire. Au début, on se tire dessus, on se fait notre petite guerre, c'est très bien, ça ressemble à la Deuxième Guerre mondiale, ça ressemble à l'Irak, par exemple, en 2003 ou en 91. Mais à l'instant où les deux nations, ou une des deux nations, décide de passer au nucléaire, la nation d'en face va elle aussi y passer. Donc on va commencer par du tactique, on va lancer 2, 3 bombes à tel endroit pour obtenir un avantage tactique et pré-stratégique. Et ensuite, la nation d'en face, devant ce désavantage flagrant pour son corps de bataille, ses unités de combat, va riposter sur les vôtres aussi. Et puis donc vous allez encore riposter, et très rapidement, on va passer à la ville, et puis très rapidement, on va passer à la ville plus loin, et en quelques heures, on peut imaginer qu'on passe d'une utilisation limitée de l'arme atomique dans une escalade qui deviendra une utilisation généralisée avec frappe sourde sur l'ensemble de la nation. Donc devant cet état de fait, la plupart des nations nucléaires, et les deux plus grosses en particulier à ce moment-là, les États-Unis et l'Union soviétique, développent une idée simple, c'est que si on voit quelqu'un tirer, on tire. Et c'est tout. C'est la destruction mutuelle assurée. On sait que si les États-Unis tirent un seul missile, la Russie répondra avec tout son arsenal. Donc les États-Unis savent qu'il faudra tirer tous ces missiles. Donc en fait, les radars se scrutent et regardent le moindre départ. Et s'il y avait eu le départ de 10, 15, 20 missiles nucléaires d'un côté, il y aurait eu une réponse équivalente et supérieure de l'autre côté. On est dans une doctrine du fort au fort qui va radicalement changer dès les années 60. Dès les années 60, la France devient une puissance nucléaire, mais la France sait qu'elle n'aura jamais assez de vecteurs, jamais assez d'armes atomiques et de bombes H pour être véritablement crédible dans un affrontement nucléaire avec l'Union soviétique ou même les États-Unis. La France choisit une autre doctrine, quelque chose qui va révolutionner entre guillemets le concept de la frappe nucléaire. Elle invente ce qu'elle appelle le pré-stratégique ou l'ultime avertissement. La France part du principe que s'il devait y avoir une guerre chaude en Europe, son corps de bataille principal, qui se situe à la frontière et en Allemagne, qui me semble est la 3e division à ce moment-là, va aller au contact avec l'Union soviétique et va tenter de bloquer l'Union soviétique. Et ce que dit la France, c'est à l'instant où nous estimerons que notre corps de bataille n'est plus apte à garantir notre sécurité, nous lancerons une frappe nucléaire sur votre corps de bataille. Et l'étape d'après, ça sera de nous réduire à néant et on fera la même chose avec vous. Donc, en réalité, cet ultime avertissement est une manière de dire, là, on arrête de jouer. Ok, très bien, on est en train de se faire la guerre, mais nous, on ne sera pas envahis. Donc, on vous informe, voilà, on vient de faire une frappe nucléaire tactique, mais une seule, avec un vecteur aérien. Et le but de cette frappe nucléaire tactique est de vous dire, attention, la prochaine fois, c'est stratégique. Mais étant donné que la France ne veut pas utiliser le mot tactique, qui donnerait l'impression qu'on veut obtenir un avantage sur le champ de bataille, alors qu'en réalité non, on veut juste signifier un message, on invente un terme qui s'appelle le pré-stratégique. Nous ne sommes pas encore en train de faire une frappe stratégique, nous ne sommes pas dans une frappe tactique, nous sommes dans une frappe qui nous annonce que nous allons rentrer dans le stratégique. Cette dissuasion-là va amener les Russes à changer leur plan, et dans leur plan d'invasion, d'une éventuelle invasion de l'Europe de l'Ouest, à toujours marquer un arrêt aux alentours de Strasbourg. C'est-à-dire qu'on envahit l'Allemagne et qu'on s'arrête à Strasbourg, et ensuite nous allons discuter avec les Français. Donc ça sanctuarise notre territoire, et c'est très bien. Nous sommes considérés comme crédibles par l'Union soviétique dès le milieu des années 60.
Maintenant, on va passer sur des sujets un peu plus spéculatifs. Donc, à ton avis, on sait qu'il y a des pays qui l'ont obtenu récemment, comme la Corée du Nord. Il y a d'autres pays qui sont toujours intéressés par l'avoir. À ton avis, quel pays à l'avenir va développer son arsenal nucléaire, va obtenir la bombe? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Les prochains pays à obtenir la bombe, sachant que la Corée du Nord possède déjà la bombe. L'un des prochains pays à pouvoir éventuellement, et on en parle beaucoup, obtenir la bombe, c'est l'Iran. L'Iran est dans une situation géopolitique qui l'amène à penser, n'oublions pas que l'Iran est un pays musulman mais chiite, et le seul pays à majorité chiite du monde. Donc c'est un pays musulman, mais d'une minorité musulmane, et qui est détesté d'ailleurs de l'ensemble de ses pays limitrophes, l'Arabie saoudite en l'occurrence, qui n'est pas très apprécié par le Pakistan, a des situations extrêmement tendues, ne serait-ce que là, à cette date, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, montre que l'Iran évolue dans un monde qui, lui, est pour elle extrêmement hostile. En l'occurrence, avec aussi toutes ces tensions avec les États-Unis, qui la menacent très régulièrement de l'envahir, de la bombarder, pour le moindre petit écart. L'Iran se sent comme une puissance régionale forte et a un programme nucléaire. Donc l'Iran est certainement la nation qui surprendrait le moins à devenir une nation nucléaire rapidement. Mais l'Iran se défend toujours de le faire. Donc on peut considérer que l'Iran est la prochaine probabilité de nation nucléaire militaire. D'autres nations sont dans des probabilités un petit peu moins hautes. L'Arabie saoudite part du principe que si l'Iran a la bombe, il lui faudra aussi avoir la sienne. Il faut savoir que l'Arabie saoudite a financé beaucoup du programme pakistanais nucléaire, et on peut penser que les Pakistanais pourraient rendre l'appareil à l'Arabie saoudite en l'aidant dans le développement de sa propre bombe. Donc si l'Iran devait avoir l'arme atomique, on peut être sûr que l'Arabie saoudite chercherait à l'avoir rapidement. Il y a d'autres nations qui pourraient l'avoir. Le Japon. Par rapport à la Chine et à la montée en puissance de la Chine, le Japon pourrait très bien avoir l'arme atomique en un laps de temps assez court. Le Japon possède tous les vecteurs. Le Japon possède toutes les capacités. Il ne lui manque que la volonté politique. Ce n'est même pas réellement un problème d'argent pour le Japon. La Corée du Sud aussi. Un petit peu moins probable, Taïwan. Taïwan, c'est la Chine. Taïwan a toujours prétendu récupérer un jour la Chine communiste, mais de plus en plus de Taïwanais veulent une indépendance pure et simple de Taïwan, en tant que nation purement indépendante, qui n'a aucun rapport avec la Chine en tant que nation taïwanaise. Et comme la Chine voit ça comme une ligne rouge à ne pas franchir pour Taïwan, car si ça devait arriver, il menace de l'envahir, Taïwan pourrait développer un programme nucléaire, en l'occurrence de dissuasion d'invasion par rapport à la Chine. Donc Taïwan est une nation qui a de toute façon aussi toutes les capacités intellectuelles, financières et industrielles de le développer. Elle n'aurait éventuellement pas les vecteurs tout de suite, mais elle en a les capacités. Comme autre nation qui en a les capacités, le Brésil, l'Argentine en ont les capacités mais n'en ont pas les velléités. Donc il semblerait que si on devait imaginer des nations nucléaires dans pas longtemps, ça pourrait bien être l'Iran, peut-être l'Arabie saoudite, possiblement le Japon, la Corée ou Taïwan. Le Japon et Corée, c'est avant tout un problème politique, beaucoup plus qu'un problème industriel ou militaire. Et l'une des nations actuelles de l'OTAN qui pourrait devenir une nation nucléaire et qui pourrait en inquiéter beaucoup, c'est la Turquie. La Turquie en a les capacités. La Turquie n'en a peut-être pas la volonté affichée, mais a toujours laissé un flou sur une éventuelle capacité ou recherche nucléaire. Donc la Turquie, qui en plus actuellement, avec son président, a énormément de problèmes dans son étranger proche, pourrait voir dans l'arme nucléaire une manière de sanctuariser son territoire et ainsi de s'annoncer comme une nation nucléaire et donc comme un poids très important au Moyen-Orient. Et si la Turquie s'avère à rechercher à obtenir la bombe, est-ce que c'est les pays comme la Russie, la France, la Grèce, la laisseraient en fait? Bah, pour l'instant, la Turquie a, dès le début des années 2000, commencé à travailler sur un programme nucléaire civil. Donc c'était un programme sur 5 ans qui a été renouvelé, qui a pour but de, permettre à la Turquie de produire jusqu'à 20 de son électricité venant du nucléaire. Déjà, par définition, cela signifie qu'elle se rapproche du nucléaire militaire. Qui se rapproche du nucléaire civil, par définition, grâce au développement de ses ingénieurs, au travail de son industrie, peut éventuellement passer au nucléaire. Pour l'instant, il se contente d'acheter clé en main des réacteurs nucléaires à la Russie, par exemple à Akuyu de type VVER. Mais il leur suffirait de développer un petit réacteur nucléaire pour commencer les premières recherches théoriques et ensuite aller très rapidement passer à une étape plus importante. Pour l'instant, bien qu'on en parle beaucoup, il n'y a aucune preuve de même le début d'un commencement d'une réelle recherche dans le nucléaire militaire. Mais elle en a les capacités, et sous un laps de temps, comme je l'ai dit, d'une petite dizaine d'années. Assez bref.
Ma question, c'était finalement, est-ce que les puissances voisines laisseraient la Turquie devenir puissance nucléaire? Alors, la Turquie est dans une situation particulière parce qu'elle possède déjà des armes nucléaires américaines sur son territoire. Sur la base d'Incirlik, les États-Unis gardent des B-61, des bombes nucléaires, qui pourraient être utilisées, et c'est d'ailleurs dans les protocoles OTAN, pourraient être utilisées par des avions turcs d'origine américaine, les F-16, pour la protection de la Turquie. Donc, la Turquie a actuellement sur son territoire, tout comme l'Allemagne, des bombes nucléaires, mais ce ne sont pas les siennes. Elle pourrait les utiliser, mais en passant par l'OTAN en cas d'agression grave d'une autre nation. Donc les États-Unis estiment que la Turquie est sous sa protection nucléaire et verraient certainement d'un très mauvais œil, surtout avec le président turc actuel, le développement d'un programme nucléaire militaire. La Russie est dans une situation similaire et je pense qu'il y aurait des pressions énormes, voire des sanctions contre la Turquie pour l'empêcher de développer son programme nucléaire militaire. C'est certainement pour ça que la Turquie ne le fait pas. D'accord, et ces risques de sanctions, par exemple, est-ce qu'ils pèseraient sur le Japon? Sur le Japon, nettement moins. On est maintenant sur une nation particulièrement pacifique. On est sur une nation qui a quand même vu ces 15 dernières années énormément d'essais balistiques nord-coréens au-dessus de son territoire. Et c'est une nation qui s'oppose vraiment frontalement, ne serait-ce que par sa géographie, à la Chine. Le Japon aurait aussi certainement les moyens, de par sa culture particulière, de le faire dans un des plus grands secrets possibles. C'est certainement l'une des nations qui pourrait le plus surprendre parce qu'elle le ferait très vite. Beaucoup d'experts estiment qu'en 18 mois, pour le Japon, c'est plié. Et elle dispose déjà des vecteurs, c'est-à-dire que le Japon n'aurait pas besoin de développer en plus des missiles balistiques, puisqu'elle a déjà des fusées spatiales. Un missile balistique n'est jamais qu'une fusée spatiale qui a pour but de retomber sur le sol, hein, plutôt que de partir directement dans l'espace. Donc le Japon est une nation qui pourrait le devenir. De plus, elle a des centrales nucléaires, pour ceux qui ne le savaient pas, ils le savent depuis 2011 et Fukushima. Donc le Japon aurait largement les moyens de devenir très rapidement une nation nucléaire militaire. Par contre, elle n'en a pas la velléité. Il est fort probable que l'état-major japonais garde l'idée sous le coude. Les politiques japonais depuis Shinzo Abe sont nettement plus proactifs au niveau militaire. Donc le Japon est ce qu'on appelle une nation seuil. Elle peut le devenir sous un bref préavis. On estime 18 à 24 mois. Tout comme la Corée du Sud d'ailleurs. Tu as parlé souvent des vecteurs, donc les moyens d'amener la bombe là où tu veux la faire exploser, ce qui est à peu près ça, un vecteur. Tout à fait. Et comme vecteur, les premiers, ça a été les avions. Ensuite, on a eu des missiles balistiques qu'on peut lancer soit depuis le sol, soit depuis la mer. Tout à fait. Le premier vecteur a bien entendu été l'aviation, le bombardement stratégique. Ensuite, on a commencé à développer des fusées et donc des missiles balistiques. D'abord l'IRBM, moyenne portée, et ensuite l'ICBM. Donc le R de IRBM, c'est régional, et le C de ICBM, c'est continental. Ça veut tout dire. Ensuite, avec la miniaturisation, on a pu avoir quasiment des mortiers nucléaires, une bombe atomique que vous pourriez quasiment porter dans la main. Ça pèse une trentaine de kilos. Mais surtout, ce qu'on a développé et ce qui est considéré comme le cœur de la dissuasion nucléaire, c'est les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils partent en pleine mer, ils se tapissent dans l'océan, et si on leur donne l'ordre, ils tirent leurs missiles. Étant donné que c'est extrêmement discret, c'est ce qu'il y a de plus redondant, de plus résilient en termes de dissuasion nucléaire. Et ça, toutes les nations ne l'ont pas. Avec le développement des technologies antibalistiques, est-ce que la dissuasion nucléaire, finalement, perd de son impact? Ah, si on peut bloquer les bombardiers avec son aviation, ben, ils ne peuvent pas nous bombarder. Mais maintenant, avec des missiles antimissiles et d'autres technologies, est-ce que finalement la dissuasion nucléaire commence à perdre de son impact psychologique? Alors, il y a toujours eu cette peur que l'un des deux camps, à l'époque de la guerre froide, prenne le dessus sur l'autre en termes de quantité, en termes de capacité, et rende l'armement nucléaire adverse obsolète. Effectivement, le programme Guerre des étoiles, le programme d'interception balistique de la Russie, qui est opérationnel, même si on estime qu'il n'arrêtera jamais tout. Hein, la Russie serait quand même capable facilement de lancer 3, 4, 5, 600 têtes nucléaires sur les États-Unis. Jamais le programme antibalistique américain n'arriverait à arrêter cet ensemble. Mais ce programme permet éventuellement de dissuader d'autres pays, comme une éventuelle Iran, de dissuader la Corée du Nord, car si on est à peu près sûr que ça n'arrêterait pas une nation comme la Russie, cela arrêterait une nation comme la Corée du Nord qui ne pourrait pas lancer autant de missiles que la Russie. Ce que cela a surtout changé, c'est que cela va amener à varier les vecteurs. Ça existe déjà,
Mais on peut mettre aussi une bombe atomique dans un missile de croisière. Mettre une bombe atomique dans un missile très courte portée, au-dessus de l'horizon, et qui irait s'écraser même à 500-600 km de portée. Un sous-marin nucléaire russe pourrait facilement frapper avec des missiles de croisière l'ensemble de la côte est américaine, dont la capitale, Washington. Donc, que le programme antibalistique américain change la certitude de toucher. C'est-à-dire que 2 missiles, 3 missiles pourraient être interceptés pour la Russie. Même chose pour la France ou la Chine. Par contre, cela change énormément pour des plus petites nations nucléaires et qui pourraient être hostiles aux États-Unis, Pakistan, Corée du Nord, éventuellement l'Iran, si elle devait le développer. Donc ça la met à l'abri de ces petites nations. Ça lui redonne des capacités éventuelles de frappe sur ces nations-là en s'en protégeant, et cela permettrait éventuellement de limiter les dégâts sur une frappe intensive russe. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé le bouclier parfait contre l'arme nucléaire, donc les équilibres ne changent pas. Mais à l'avenir, avec le développement de ce genre de technologie, finalement, les petits États nucléaires comme la Corée du Nord, toute l'énergie qu'ils ont dépensée pour développer ces bombes, finalement, ce serait plus une arme aussi ultime qu'avant, en fait. Alors effectivement, le fait que les États-Unis aient développé un système antibalistique pourrait amener les petites nations avec peu de têtes et peu de capacités et peu de vecteurs à se retrouver dans une incapacité à frapper le territoire américain. Mais de toute façon, ces nations-là n'en ont quasiment pas les capacités sans être réduites à néant. Et le corps de bataille, qui pourrait éventuellement envahir la Corée du Nord, serait à portée des missiles nucléaires nord-coréens. Ainsi, la Corée du Nord pourrait tout de même rendre coup pour coup dans son espace étranger proche, dans les 200 km autour d'elle, 300, 400, mais il lui serait impossible de frapper les États-Unis. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir sa bombe, même si les missiles longue portée peuvent être interrompus, à courte portée, en fait, finalement, c'est toujours bien d'avoir la bombe parce que les forces d'invasion se prendraient une bombe atomique sur la gueule et finalement, ça dissuaderait quand même des États comme les États-Unis d'intervenir en Corée du Nord, simplement parce que leur corps de bataille, les troupes envoyées, se feraient exploser, c'est ça? Oui, à moins de réussir à avoir, et les Américains y travaillent, de manière intensive, d'avoir une capacité antibalistique qu'on appelle de théâtre, de proximité, avec, des systèmes se déployant très rapidement et pouvant les intercepter directement au-dessus du corps de bataille américain. Chose que les Américains développent et ils travaillent très sérieusement dessus. La Corée du Nord est de toute façon déjà dans une situation similaire. Elle ne peut pas encore frapper le territoire américain, mais elle peut déjà raser Séoul et une bonne dizaine de grandes villes de Corée du Sud. Donc par définition, elle est déjà crédible dans sa menace pour sa propre protection. D'accord. Je pense que ce sera tout pour ce soir, Imsat. Ça a été une émission assez longue. J'espère que le public va apprécier ce sujet. C'est pas tout à fait le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais j'ai l'intention de recommencer l'expérience et de parler un peu plus souvent d'histoire militaire et de stratégie militaire sur cette chaîne avec toi, Imsat. Du coup, j'espère que ce sera apprécié du public. Eh ben, je l'espère aussi et j'espère être réinvité régulièrement sur Croissance des économies. Du coup, moi, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi pour ce soir. Et on se retrouvera pour une prochaine émission. Je sais pas trop quand, mais je pense que je vais renouveler une expérience. En tout cas, bonne soirée à tous et merci d'avoir écouté. Au revoir à tout le monde et peut-être à bientôt.